C'est une histoire qui remonte à 8 siècles. Certains l'ont surnommé le Petit Versailles à la Belge. Ce château fut le refuge d'un prince aventurier qui fréquenta Casanova, la reine Marie-Antoinette ou encore l'impératrice Catherine II de Russie. Une chose est sûre, le château de Belleuil n'a pas encore livré tous ses mystères, tous ses secrets. Ça tombe bien, j'ai les clés. Dès qu'on arrive dans la cour intérieure, on est frappé par l'harmonie des proportions et par l'élégance de l'architecture. Et pourtant, ce château en a connu des aventures depuis sa création. C'est bien simple, son histoire se perd dans la nuit des siècles. Le domaine de Belleuil n'a pas toujours été le château que nous connaissons aujourd'hui. Il commença par être une robuste forteresse médiévale flanquée de 4 tours rondes. Aujourd'hui encore, les douves rappellent ce passé mouvementé. Puis, au fil du temps, Belleuil est devenu un modèle de château d'agrément, un grand manoir dont le destin se confond étroitement avec celui d'une famille, la famille de Ligne. Qui mieux que Michel, le 14e prince de Ligne, peut nous parler de sa famille? Merci de nous accueillir chez vous. Si vous deviez définir un trait de caractère de votre famille, les Ligne en particulier, quel serait-il? Elle aime sa région, elle aime les gens qui y habitent, elle aime son histoire aussi de la région. Et bon, elle est originaire de 8 km d'ici, d'un petit village qui s'appelle Ligne. On est là, encore une chance incroyable pour pouvoir mettre et donner le maximum de messages culturels au maximum de personnes qui acceptent de venir visiter l'endroit et s'y trouver bien. En 2020, c'est quoi la vie de château? Est-ce que ça veut encore dire quelque chose aujourd'hui? Je crois que c'est une responsabilité énorme de la part de chaque génération, des futurs encore, évidemment, de pouvoir continuer à faire passer un message culturel à tous, à tout le monde, à tous ceux qui sont invités à passer quelques heures ici. Il y a un message de convivialité, d'accueil humain difficilement définissable. L'histoire de la famille ressemble à celle de la Belgique. Compliquée, mouvementée et souvent romantique. Au fil du temps, les Lignes ont servi les comtes de Hainaut, les rois de France, les ducs de Bourgogne, les rois d'Espagne, les empereurs d'Autriche et bien sûr, les rois des Belges. Et parmi tous ceux qui ont aimé ces murs, il est un nom qui a marqué l'histoire. Une véritable fierté liée à l'incroyable destin de Charles-Joseph, 7e prince de Ligne. Difficile de résumer l'homme en quelques mots. Diplomate de haut vol, il a parcouru l'Europe. Le prince a fréquenté les cours et rencontré les souverains. Et alors ici, vous avez une véritable galerie des portraits des grands souverains. On croise Catherine II de Russie qu'on avait déjà vue, mais aussi Marie-Thérèse et Marie-Antoinette. Et Marie-Antoinette, tout à fait. En fait, Marie-Antoinette, Charles-Joseph la connaissait à l'époque où il était à Vienne. Ouais. Il allait souvent et soudain, la voilà donc à Paris. Alors, il a été évidemment la voir assez souvent, il la voyait s'entendre à merveille avec elle aussi, parce qu'elle retrouve quelqu'un qu'elle connaissait déjà à Vienne avant de venir à Paris. C'est un homme qui avait des tas de talents et qui va être une sorte d'ambassadeur. On va le voir d'ailleurs dans les appartements privés qu'il a occupés ici au château de Belleuil. On va chez lui, on va absolument. Découvrir ça. Voilà. Et en fait, c'est un homme de cour également, et c'est un charmeur. Et finalement, Marie-Thérèse d'Autriche, qu'il adore, trouve qu'il est un petit peu polisson, qu'il est un petit peu léger à la cour, et donc on a peine à croire que cet homme puisse être un grand général. Ça le dessert, si vous voulez, ces talents qu'il a à plaire à tous. Il est beau ? Il est très beau, il est grand, il est beau. On dirait aujourd'hui c'est presque un bellâtre. Et il a ce qu'on dirait aussi aujourd'hui du sex appeal, dans le sens que tout le monde tombe sous son charme, hommes et femmes confondus. Donc il va séduire la soubrette, la petite fermière ici dans la région de Belleuil, mais des archiduchesses, des princesses, impératrices, reines. Elles tombent toutes extatiques devant lui parce qu'il a ce talent de capter l'attention et en même temps c'est un vrai gentil. C'est un homme qui ne veut pas faire de mal autour de lui. Et donc même son épouse, qui sera peut-être la femme la plus trompée qui soit, mais lui pardonne tout parce qu'il est craquant.
Ici, on est dans une antichambre, donc si je suis la logique, la chambre est à côté? Juste à côté. On y va? Suivez-moi. Pourquoi tenait-il particulièrement à cet endroit, à cette chambre? Il adorait cette chambre qui était située à un angle du château, qui lui permettait de voir les jardins à la française et les jardins à l'anglaise que lui a conçus. En fait, Charles-Joseph de Ligne va reprendre l'œuvre paternelle. Son père était un homme qui avait véritablement élevé les jardins de Belleuil à un niveau absolument inégalé dans nos provinces. Et Charles-Joseph, quand il revient à Belleuil, quand il hérite de Belleuil à 31 ans, s'attelle au jardin à l'anglaise. Et donc, vous avez un angle ici, on peut apercevoir les deux jardins. Est-ce qu'il y a quelque chose de belge ou chez ce personnage, en fait? Alors, ce qu'il est belge, il est très wallon. En fait, il a un contact extraordinaire avec ses soldats. Il est colonel de son régiment. C'est une époque où on a beaucoup, en fait, de soldats qui sont payés, qui sont des mercenaires. Lui, il dit, avec mes soldats, je parle vrai. Et donc, il va proférer de temps en temps un petit juron bien placé et se rendre éminemment sympathique. Je dirais que ces wallons le suivraient jusqu'à la mort, parce que Charles-Joseph est très hardi au combat. Et donc, il faut le voir véritablement comme un personnage très attaché à cette région de Wallonie. Le prince Charles-Joseph a été inhumé à Vienne, mais son souvenir est toujours très présent ici, dans ce château. Un château qui recèle d'innombrables pépites, dont un trésor particulier que va nous faire découvrir son propriétaire. Monseigneur, on est ici dans un endroit extraordinaire, une bibliothèque, on l'a compris, mais quelle bibliothèque? Combien de volumes au total? Il y a 20 000 volumes dans cette bibliothèque et elle représente en fait toute la formation des différentes générations de la famille. Ils étaient formés ici, recevaient des cours. Charles-Joseph le dit d'ailleurs dans ses écrits, et les autres qui l'ont précédé et qui l'ont suivi, pareil. Ces photos sont incroyables. Donc on est au début du siècle, du XXe siècle, et voilà qu'un gigantesque incendie se déclare dans le château. Comment ça se passe? L'horreur totale. Ça commence à 1 h du matin et ça a eu le temps de consumer l'entièreté du château. Et chose extraordinaire et qui montre de nouveau les échanges avec toute la population et tout le monde, les villageois, l'ensemble de la population donc, de Belleuil est venu immédiatement. Donc tout le monde rentre dans le château, c'est le branle-bas de combat général, les fenêtres sont ouvertes de tous les côtés et on jette tout. Il y avait de l'herbe partout, beaucoup plus d'herbe, et les gens récupèrent les objets de tous les côtés. On descend ça comme on peut, hein, quand tout brûle, quand c'est un brasier, et les gens récupéraient la plupart des objets ramenés chez eux. Et 6 ans après, quand l'endroit a été reconstruit, comme on le voit maintenant, tout est revenu et a repris sa place. Belleuil est un joyau d'architecture, mais c'est aussi un modèle en matière de jardin. Au XVIIe siècle, des allées rectilignes et des étangs symétriques sont aménagés. Un jardin en forme de chef-d'œuvre est composé de bosquets, d'endroits secrets et de hautes haies. Sans oublier bien sûr le grand bassin aux dimensions véritablement royales. Le jardinier Éric Caillot veille depuis plus de 30 ans sur ce joyau. Comment ça se passe quand on est jardinier de Belleuil? Une semaine normale, j'ai envie de dire. Quelles sont les tâches vraiment à côté desquelles on ne peut pas passer? Une fois par semaine, toutes les semaines, c'est la tonte. Donc ça, on ne rate jamais une semaine, quoi. Sauf par temps vraiment très chaud, canicule, comme on a pu avoir, ou là, on laisse passer une semaine. Mais la tonte, ça représente 3 jours par semaine. Alors, vous avez tondu. Qu'est-ce qu'il reste à faire du reste de la semaine? Il y a 3 jours de tonte et il reste encore... il reste 2 jours. Voilà, 2 jours, oui. 2 jours pour faire la taille des haies. Voilà. Il y a beaucoup de haies ici, sur le domaine? Ici, on a 10 km de haies. Dont on a les petites haies ici qui font 1,80 m, mais on a aussi les grandes haies qui leur représentent une hauteur de 6 mètres. Il y a du boulot. Il y a de quoi faire, quoi, donc. Vous êtes heureux ici? Oui, très heureux, oui. Vous avez le sentiment aussi de faire partie d'une longue histoire? Ouais, après 32 ans, Mais il y a des siècles avant vous. Ah oui, il y a des siècles. On va dire que je suis une autre génération.
Le château regorge de trésors, des meubles, des portraits, des tapisseries, des sculptures, de la vaisselle. La salle à manger peut à elle seule accueillir 40 convives. Mais le maître de maison tient à nous faire découvrir un autre lieu, beaucoup plus secret. On est ici dans un endroit très secret, très particulier. Oui, c'est la tour de la bibliothèque où vraiment beaucoup de choses se sont passées. C'est un endroit qui inspire. Et donc les textes, les lettres, importantes quand même, hein, parce que bon, les diplomates reçoivent des instructions claires, ils répondent, rédigent des rapports, et souvent, bon, ici, on a la tranquillité, et c'est très inspirant. Donc c'est un endroit unique pour être à l'écart de tout et de tout le monde. Absolument, oui, tout à fait. Ça, c'est ce qu'on appelle un portefeuille. C'est l'origine du portefeuille du ministre, comme on le dit aujourd'hui. On pourrait dire ça éventuellement du diplomate peut-être, puisque les instructions que les ancêtres recevaient de leurs souverains, qu'ils servaient, qu'ils ont tous servi au cours des générations, bien, alors ils les mettaient donc dans ces portefeuilles et rédigeaient déjà au cours de ces voyages qui étaient quand même longs. Des rapports quand ils venaient de Moscou jusqu'à Paris, voilà, quand même pour 2 semaines. Donc voilà, c'était vraiment un portefeuille qu'ils emportaient avec eux partout. Découvrir Belleuil, c'est cueillir un joyau de notre patrimoine. Mais attention, hein, ce château n'est pas un musée, c'est une demeure familiale dont nous sommes invités à partager l'intimité. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres visites, car vous le savez, j'ai les clés.